La chaise vous appelle. Donc personne n'a de difficulté. Tout le monde est libre déjà. Chère Taille, chers frères et sœurs bien-aimés, chère communauté, ma question n'est pas facile, je crois. Elle concerne le premier entraînement, protection de la vie. Et ma question est pour ma défunte mère et aussi pour quelques chers amis. Mais du coup, ça me concerne directement. Comment faire pour se pardonner, s'aimer, accepter, en ayant subi un avortement. Voilà, merci. On a besoin d'un petit peu de clarification par rapport au lien avec ta maman, par exemple. 2 ans avant ma naissance, mes parents avaient une vingtaine d'années. Mon papa ne se sentait pas prêt pour avoir un enfant. Et je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne pense pas que ce soit fait dans la douceur ni la tendresse. Ma mère a avorté. Et je pense en fait avoir un vide intérieur énorme dû à ça. Je pense une insécurité aussi. Et du coup, j'aimerais pouvoir réparer pour ma maman à travers la pratique. Je ne sais pas si c'est clair. Je sens que personne ne bouge, à droite, à gauche. Donc, Janko aimerait que je récapitule un peu la question brièvement. Donc, ce dont j'en ai compris, ça tourne aussi autour du pardon. Notamment en lien avec sa maman qui a dû faire appel à l'avortement et qui peut-être a été une source de souffrance pour elle. Et donc de
d'apprendre ou de voir comment toi aujourd'hui tu peux prendre soin de cette souffrance, la souffrance de ta maman à travers toi. Je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet de l'avortement, mais plus largement dans le sujet du pardon et de prendre soin de la souffrance, puisqu'on est tous et toutes concernés. D'une manière ou d'une autre, nos parents, nos grands-parents, et nous aussi, nous avons vécu des souffrances, plus ou moins grandes. Une certaine génération a vécu la Seconde Guerre mondiale. Peut-être des parents qui sont réfugiés, qui ont dû fuir leur pays à cause des guerres. Et le pouvoir de la pleine conscience, de se rendre compte, grâce au mental, mais aussi grâce au cœur, de sentir que nos parents sont en nous, dans chaque cellule de notre corps, de notre cœur qui vibre. Et toutes les belles choses qu'on expérimente sur le chemin, c'est quelque chose qu'on peut leur offrir. La paix, la sérénité, la joie, l'amour, des belles rencontres, avoir trouvé ce chemin, avoir trouvé cette communauté, c'est aussi un cadeau qu'on peut leur faire. Et de savoir qu'on est sur un chemin où on se transforme tranquillement, mais sûrement. On change nos habitudes de pensée, de parole, parce qu'on est dans un environnement, dans une sangha, où on cultive la bienveillance, la compréhension, qui va au-delà des apparences, du premier, de ce qu'on voit à première vue. On est invité à voir au-delà de tout ce qu'il y a derrière cette personne, de tout le passé, de cette vie, mais aussi des ancêtres. Et donc la guérison que nous, ici maintenant, on est en train de mettre en place, le processus, c'est aussi une guérison qu'on peut offrir à notre père, à notre mère, qu'ils soient vivants ou décédés, à nos grands-parents. Et pour ça, il faut se mettre en lien avec eux. Même si la relation est peut-être difficile ou a pu être très difficile, il n'empêche qu'ils sont en nous. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas effacer comme ça. Les causes et les conditions ont fait que ta maman a dû faire cet acte et que peut-être c'était le meilleur choix dans la situation qui était la leur. Et même si c'était le meilleur choix, il y avait peut-être après la souffrance, le regret. Et donc peut-être que quand toi, tu touches cette graine de regret ou de souffrance,
et que tu arrives à l'observer, à en prendre soin, à la câliner, à lui dire « Ok, ça va », c'est quelque chose que tu fais aussi pour ta maman. Et aussi peut-être pour toutes les femmes qui passent par ça. On n'est pas séparés. Et donc ce qu'on vit, nous, en tant qu'individus, c'est aussi quelque chose qu'on vit pour les autres et pour le monde. Voilà, depuis le premier confinement, je vis à 10 km de mon épouse qui est handicapée et gravement malade. Mon fils vit avec mon épouse. On a depuis longtemps une relation difficile entre tous les deux, avec mon fils. Et je viens tous les jours pratiquement. Je sais que je fais du bien et je fais du mal en même temps, en partie de par notre relation. Je suis très confus. Je suis très confus en ce moment et je me demande quoi faire, quoi. Mon don de Dharma, c'est lumineuse ouverture du cœur. Mais souvent, quand j'ouvre mon cœur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Voilà, je vous remercie. Si je peux me permettre juste une petite question, est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt mutuel, la difficulté, ou que ça vient plutôt de lui ou plutôt de vous? Non, c'est triangulaire, on va dire. C'est triangulaire, on va dire. Entre mon épouse, mon fils, moi. Mon fils aussi est handicapé. Voilà, je fais le tableau. D'accord. Et donc, en gros, c'est comment prendre soin de la relation avec votre fils, avec votre femme. D'accord. Je ne sais pas si dans le panel, on a peut-être une expérience un petit peu similaire, des difficultés dans notre famille,
et qu'est-ce qu'on a mis en place pour prendre soin de la relation avec les parents, les enfants, la famille proche. Chère Thaï, chère communauté, depuis la première question, ce que j'ai entendu, c'est comment prendre soin de soi-même et des autres, et surtout quand on a une blessure, et surtout quand on ne voit pas clair. Vous savez, quand on a une blessure physique, et on ne sait pas comment prendre soin de cette blessure, ça va durer, ça va revenir. Et c'est peut-être un rien, mais ça peut devenir quelque chose de chronique. Et si on ne pratique pas la pleine conscience, on ne saura jamais que cette blessure chronique nous suit toute notre vie. Alors, la pratique, elle est très simple. La pratique, c'est être ici et maintenant avec la respiration. À ce moment-là, si on a une souffrance à partir de cette blessure, il faut la reconnaître. Peut-être ça prend des années pour reconnaître cette petite blessure qui est en nous. Mais une fois on la reconnaît, on n'est plus, disons, on est libre de cette blessure. Et on est capable de regarder cette blessure et de voir comment prendre soin de cette blessure. Vous voyez, une blessure physique, c'est déjà difficile. Une blessure mentale, une blessure spirituelle, une blessure qui n'a pas de forme, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il faut une pratique continue, diligente, pour pouvoir déceler cela. J'ajoute un autre élément pour notre ami ici, c'est-à-dire quand on se sent égaré, la chose à pratiquer, c'est l'arrêt. Je ne m'occupe pas de hier, je ne m'occupe pas de demain, je m'occupe de ce moment-ci. Je ne m'occupe pas où aller, d'où je viens, je m'occupe de où je suis et ça nous rend plus stables, n'est-ce pas? Mais tout seul, ce n'est pas facile. Je me rappelle quand je monte dans le TGV, j'étais tellement à l'aise. J'étais confortable. On m'accueillait dans le TGV et je sais que je vais à Sainte-Foy-la-Grande. Alors il faut prendre refuge dans une sangha et se sentir avoir les meilleures conditions pour arriver au village des Pruniers. Et dans ce sens-là que j'ai dit, si on n'a pas le village des Pruniers, on a nos 5 entraînements, on a nos 14 entraînements, on a notre étoile polaire.
Merci, cher frère. J'ai vraiment entendu, pour moi, l'essentiel, m'arrêter, prendre le temps de respirer et de pouvoir reconnaître ce qui est là, présent. Et ce qui peut être là, présent, ça peut être des pensées. Alors, j'aime bien Thaï, souvent il nous disait « Bonjour mes pensées, au revoir mes pensées ». Voilà, je peux juste les reconnaître et puis les laisser passer. Voilà. Et moi, je vois que ce qui m'aide dans ce moment-là, si je n'accueille pas, elles vont devenir de plus en plus présentes. Et ça, c'est la même chose avec mes pensées, c'est la même chose avec mes émotions. Si je n'écoute pas mes émotions, si je mets un couvercle dessus, elles vont devenir de plus en plus intenses parce qu'elles ont besoin d'être vues, elles ont besoin d'être accueillies, elles ont besoin d'être reconnues. Et tant que je ne les reconnais pas, elles vont devenir de plus en plus présentes. Et puis aussi, je crois que c'est très important aussi d'aller voir la cause. Donc la cause qui peut être en moi, voilà, ça peut être effectivement une blessure d'enfant, ça peut être l'environnement, ça peut être des éléments extérieurs que j'ai entendus, que j'ai vus. Voilà, mais je peux prendre la responsabilité de comment je vis ce qui se passe à l'extérieur aussi. Ça, c'est ma responsabilité. Comment je vis ce que j'entends, comment je vis ce que je reçois. Ça, c'est ma responsabilité. Et je pense que si je prends ce temps d'arrêt, d'observation de qu'est-ce qui est présent chez moi, voilà, c'est comme le bol. Voilà, quand je suis agitée, c'est complètement flou et confus. Et si je prends le temps de m'arrêter, ça se dépose. Alors il y a plus de clarté qui va m'aider, me guider. Et puis, je crois que si je deviens plus calme, plus tranquille de l'intérieur de moi, comme nous sommes en interdépendance, dans une relation, quand une personne commence à bouger, à devenir plus calme, par interdépendance, il y a de l'impact autour. Voilà. Je crois vraiment qu'il y a de l'impact entre nous. Nous sommes interdépendants. Et puis parfois aussi, j'ai peut-être besoin de soutien, j'ai besoin d'aide. Donc je peux pratiquer le 4e mantra, dire je souffre, est-ce que tu serais d'accord de m'écouter? Est-ce que tu serais d'accord d'être là pour moi? Donc ça, je peux m'adresser à un ami avec lequel je suis en confiance. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va me donner des conseils ou des tas de choses comme ça. C'est quelqu'un qui va m'accueillir avec présence, un accueil inconditionnel, sans jugement. Et le fait d'être accueilli de cette manière-là, ça peut m'aider moi-même à m'accueillir. Voilà. Donc ça peut être un ami, et comme notre frère a dit, la présence de la Sangha. Je peux déposer. Voilà. Et en étant accueilli par la Sangha, ça va permettre de m'accueillir en moi-même. Voilà. Et puis, tout est impermanent. Donc même parfois, j'ai vu ça autour de moi, des familles. J'ai une amie qui a vraiment des gros problèmes depuis très très longtemps avec ses 2 fils. Et voilà, donc je l'ai beaucoup écoutée. Elle pratique aussi un petit peu. Et petit peu à petit peu, elle a lâché prise aussi de vouloir quelque chose pour son fils, d'avoir une intention. Elle a lâché prise. Elle a pris conscience que c'est déjà important, elle, de prendre soin d'elle-même, d'être plus tranquille, d'être plus en confiance. Et puis c'est magique, mais elle a eu le fils a rappelé. Peut-être qu'il sentait moins de pression. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans l'interdépendance. Et puis il y a l'impermanence, et ça, de me relier à l'impermanence, voilà, ça me donne beaucoup de confiance aussi. Les choses ne sont jamais figées.
bonjour. C'est très impressionnant de parler devant tout ce monde. Moi, j'ai une question très basique, très ordinaire. Je suis grand-mère d'un merveilleux adolescent qui a 14 ans et qui est addict des réseaux sociaux, qui passe son temps sur les écrans, sur les jeux, à discuter avec les copains, Instagram, TikTok, etc., etc. Quand il était plus petit, avec lui, on arrivait à sonner la cloche. C'était un jeu, il adorait sonner la cloche. On faisait des pauses. Mais là, aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu dépassée, que les solutions, c'est d'interdire les écrans, mais toute la journée, c'est fatigant pour moi. C'est épuisant de toujours dire non, on éteint le portable, non, on ne va pas sur les écrans, non, non, non. Donc je pense peut-être qu'il y a peut-être d'autres solutions, et là, j'ai vraiment besoin d'aide. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres mamies et papis dans la salle qui ont ce problème? On peut créer un club. Et évidemment des parents aussi. J'imagine que c'est un problème récurrent de notre époque. Peut-être les frères auraient quelques astuces. Chers amis, c'est la question du siècle. Et malheureusement, je crois que ça risque d'empirer. Donc c'est une question très importante, le bien-être digital et la santé mentale, parce que ça touche à notre capacité d'attention aussi, notre sommeil. Surtout pour les ados qui ont besoin de beaucoup de sommeil parce que leur cerveau change beaucoup. Donc si on est beaucoup sur l'ordinateur, qu'on reste tard, on dort moins et après il y a tout qui dégringole, les notes à l'école, le tempérament, la santé mentale. Il y a des solutions techniques. Donc j'ai pas de nom d'application en tête, mais techniquement c'est possible et facile de mettre un contrôle parental sur un appareil électronique pour que ça s'éteigne automatiquement et qu'il y ait un mot de passe. L'amour, c'est pas toujours dire oui à tout. L'amour, souvent, c'est aussi dire non. Surtout quand on est adulte. Parce que quand on est adulte, on a plus d'expérience et on a une responsabilité envers les plus petits. Et pour dire non, il faut être aussi avoir confiance en soi. Et on sait qu'on peut dire non avec amour aussi. Et pour dire non, c'est plus facile quand il y a une relation. Il y a une bonne relation entre le parent et l'enfant. Les enfants, ils ont besoin d'une bonne relation, mais ils ont aussi besoin de règles. Si on a des règles, mais on n'a pas de relation, ça devient sec. Et l'enfant, surtout l'adolescent, il va facilement aller chercher l'amour ailleurs qu'avec la famille. Donc c'est vraiment très important de maintenir la relation, de cultiver l'espace intérieur aussi, à travers la méditation, à travers les 5 entraînements, ce mode de vie sain et compatissant qu'on apprend ici, pour
avoir plus d'espace intérieur, plus de compréhension, être plus inspirant aussi, parce que les ados, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'un modèle. Donc évidemment, c'est l'âge où on est plein d'énergie, on fait plein de bêtises, et ça, on ne va pas l'éviter. Mais quelque part, quand on voit papa, maman qui tous les matins, ou mamie qui médite, qui fait de l'exercice, qui écoute, qui est vraiment présente. Parce que les copains sur Facebook, c'est rigolo, ça va vite, ça rigole, mais ça ne peut pas remplacer mamie qui est là, qui n'est pas distraite, et qui regarde son petit-fils dans les yeux, qui dit « Comment ça a été ta journée ?» Donc, est-ce que l'adolescent, il a déjà goûté à ça? Donc, quand on dit non à quelque chose, c'est aussi pour dire oui à quelque chose de mieux. Et ça, il faut que ce soit très clair. Sinon, c'est trop dur de lâcher prise. Surtout que tout est fait. TikTok, c'est une catastrophe. Hein. Facebook, c'est aussi une catastrophe, mais voilà, peut-être très légèrement moins catastrophique. Mais là, si on veut. Et il y a des ingénieurs, donc des experts, des docteurs en neurosciences, des ingénieurs qui jour et nuit travaillent pour capturer l'attention. Puisque plus on reste, plus on a de chances d'être exposé à des pubs, plus on va leur donner nos données, plus ils sont récompensés par notre système économique actuel. Voilà, donc c'est un des exemples dans lequel le système économique récompense la souffrance. Et ça, il faut en avoir conscience. Donc, c'est des gens qui sont aussi pris dans un système. Et on peut aussi avoir un peu d'empathie pour eux, mais il faut bien comprendre que il y a des choses qui sont récompensées par un système économique qui ne sont pas toujours bonnes pour notre bien-être physique, mental, pour le bien-être de la planète à long terme. Et c'est normal d'être addict. C'est normal. On est des grands singes, hein, désolé. Et il y a certaines choses qui sont récompensées dans notre cerveau. La dopamine, ça devient une addiction, donc la nouveauté, le désir, l'attention aussi. Si on joue à des jeux vidéo violents, tac, 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 ça tire partout. Et ça aussi, ça crée un rush. Et on devient addict, donc c'est pas facile. Et tout le monde, c'est pas que les ados, hein, c'est tout le monde, y compris les adultes. Et des fois, c'est pour ça que c'est dur pour les parents aussi, de dire à quoi faire à leurs enfants. On me dit, mais maman, regarde, tu passes 5 heures par jour sur Facebook, c'est vrai, hein, 5 heures, ça passe vite. Et voilà, on peut mettre en place des petites solutions techniques, on peut parler, et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on offre. Qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux, et que ce soit très clair, et qu'il y ait un vrai lien. Et que les interdictions, elles viennent, mais elles viennent au bon moment, et pas trop. Quand j'étais petit, j'avais peut-être 12-13 ans. Une fois, je suis allé chez ma grand-mère, et elle a toujours été très gentille. À chaque fois, c'était la soupe de légumes.
Mon petit, parce elle fait de la campagne, donc c'est mon petit lapin, mon petit canard. Elle me l'appelait par tous les noms d'animaux. Toujours faire des bisous, comment ça va. Et elle me donnait jamais d'ordre ou voire même de conseils. C'était juste mamie. Elle est contente de me voir, elle m'aime et elle prend soin de moi. Et voilà, j'étais un peu comme un petit prince. Et un jour, quand j'avais 12-13 ans, elle me dit « Assieds-toi ». Donc là, tu es à l'âge où tes petits copains à l'école, ils vont commencer à fumer, à boire, à prendre de la drogue. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas leur dire « Non, merci ». Et du coup, j'ai dit « Oui, mamie ». Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'était mamie. Après tout l'amour, après tout... parce que j'avais aucun doute dans ma tête que ma mamie, elle veut le mieux pour moi. Voilà. Et ben, j'ai pas pris de... Presque... Peut-être 1 ou 2 fois pour être sûr que mamie, elle avait raison. Et voilà. Et ça, une des façons à laquelle on peut penser, on peut réfléchir à nos conseils ou nos règles. On a le droit de dire non, on a le droit de mettre des règles en tant qu'adulte, ça c'est important. Mais c'est comme on a un crédit auprès de l'enfant. Si on en met trop, ça va perdre la valeur. Et donc il faut les garder pour le bon moment. Et il faut que ce soit fait dans un espace d'amour, de bienveillance, de vraie présence, et offrir une autre option qui soit mieux. Et faire goûter à l'enfant, à l'adolescent, à un plus grand des bonheurs. Il va faire l'aller-retour, puis après il se rend compte, ah oui, en fait, c'est mamie qui avait raison. C'est plus sympa, les vraies relations, par exemple. Merci. J'aimerais inviter les personnes qui sont dans la catégorie Wake Up à peut-être venir poser vos questions. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes jeunes ici qui ont beaucoup de questions par rapport à l'avenir, au futur, au présent. Donc n'hésitez pas à prendre cette occasion. C'est une invitation. Chère Thaï, chers frères et sœurs, chers amis, chers sanghas, chers amis, je vais poser une question qui n'est pas une question personnelle, mais qui est plutôt technique, contrairement à ce que Sœur le CNIM nous proposait, mais qui est hautement spirituelle. Une de nos jeunes pousses d'Île-de-France m'a demandé la semaine dernière
qu'est-ce que la dimension ultime? La dimension historique, tu sais, je comprends, mais la dimension ultime, c'est difficile pour moi. Alors je faisais mes bagages pour venir ici, et puis je commençais à feuilleter des livres de taille. Et ce matin, je me suis dit, le mieux, c'est que je pose la question à nos grands frères et grandes sœurs. Je pense que c'est une question pour Frère Fapli. Méta Dharma, nous y voici. Cher Taj, cher Sangha, j'ai essayé d'éviter de répondre aux questions jusque-là. Je m'étais plutôt bien débrouillé pour l'instant. Et je me retrouve à la question de l'ultime. Donc finalement, je regrette un peu de ne pas avoir répondu avant. En même temps, c'est une question que j'aime beaucoup. Parce que c'est très important finalement. Après, je vais l'expliquer à ma manière. Hein. Donc, j'en parlais avec quelqu'un hier soir déjà. Cette capacité qu'on peut avoir en tant qu'être humain, mais pas seulement être humain, je pense, de se sentir un avec le tout ou l'univers, en fait. Donc, au village des Pruniers, Thaï nous a enseigné qu'il y avait 2 dimensions. Il y a la dimension historique, donc une dimension qui est vraiment... où est-ce qu'on sent vraiment un soi bien solide. Et on a cette sensation, ça c'est moi. Voilà, ce corps, il est à moi. Ces sensations sont à moi, perception, pareil. Donc ça tombe bien, on avait le sutra au village, au Hameau du Haut hier, sur ça justement. Et il y a la dimension ultime. Et la dimension ultime, justement, c'est plutôt cette notion d'un soi qui, d'un seul coup, se dilue ou devient très poreux. Ou est-ce que d'un seul coup, on va sentir en fait que, on est bien plus que ce soi. Et qu'on est que sans ce qui est en dehors de ce qu'on appelle notre moi, on va pas... on va si on est... Qu'est-ce que je disais là? J'ai été perturbé par le son du haut-parleur là-bas. Ah oui, le soi est poreux. On veut que le soi devienne poreux. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est comment passer de la dimension historique à la dimension ultime. Et c'est ça le plus important. On peut faire des définitions autant qu'on veut, mais ça va rester intellectuel en fait. Ce qui m'aide vraiment, moi personnellement, dans ma pratique, c'est de toucher mes peurs les plus profondes. On a un enseignement là-dessus au village des Pruniers qu'on utilise parfois, c'est les 5 remémorations. Donc se rappeler que je suis de la nature de vieillir, je ne peux pas échapper à la vieillesse. Je suis de la nature d'être malade, je ne peux pas échapper à la maladie. Je suis de la nature de mourir, je ne peux pas échapper à la mort. Donc elles sont 5. Donc mes actions sont la terre sur laquelle je me tiens. Et ah oui, et puis il y avait la séparation des êtres chers, merci. Je suis pas très bon moi, pour me remémorer les 5 trucs ou les 6 machins. Donc c'est pour ça que j'ai besoin des autres. Et donc quand
par exemple, simplement faire cette méditation, ça va permettre, en général, de toucher quelque chose en nous qui est souvent la peur profonde de la mort, en fait. Et mon expérience, c'est par rester avec cette sensation. Après, on l'appelle comme on veut. On peut... Dernièrement, quand j'en parlais, par exemple, je disais que c'était un petit peu presque pas humain, en fait. C'est plus de l'ordre d'une peur un peu archaïque, un peu comme une petite souris. Oui, c'est ces toutes petites souris là qui sont très fragiles et qui ont énormément peur, en fait, de juste sortir de leur petit trou parce qu'il doit y avoir un chat quelque part. Et en fait, c'est cette sensation-là, en fait, avec laquelle je veux rester, en fait. Donc la raison n'a plus rien à voir. On peut raisonner avec ça, on peut dire mais non, il n'y a pas de chat. Si tu regardes autour, tout va bien. Mais en fait, cette sensation, elle est là. Elle est là. Et si j'arrive à prendre soin, moi personnellement, si j'arrive à prendre soin de cette sensation, justement à la bercer, à rester avec, à marcher avec, à respirer avec. Petit à petit, je vais réussir à la calmer, cette sensation. Et en la calmant, quand elle va se calmer, c'est là où est-ce que je vais pouvoir petit à petit m'ouvrir justement à quelque chose de plus que ce soi. Parce que c'est là où est-ce que le soi est vraiment cristallisé, en fait. Voilà. Bonne chance. Chère Thay, chère communauté, d'abord, je demande votre compassion avec mon français. Et en effet, toute ma vie, j'étais entraîné pour aller vite, aller plus loin. Je pense que je suis bon en ça. Et cette pratique m'a aidé à réussir pas mal de choses. Après, dans mon chemin, j'ai retrouvé ma femme qui, avec sa famille, il connaît très bien comment s'arrêter. Et peut-être pour pratique similaire ou d'autres influences culturelles. Et parfois, je sens que je souffre parce que c'est difficile de concilier dans le quotidien comment gérer les besoins du quotidien pendant qu'on s'arrête. Et je sens que les personnes avec qui je vis, ils s'arrêtent trop. Et le souci, c'est arriver bien au rendez-vous et arriver pas perdre un vol et sujet du quotidien. Et cette retraite, c'était la première opportunité que je sens que je
je m'arrête, ça me fait bien. Mais je me fais encore des questions de comment concilier la besoin de bouger pour ne pas faire difficile les journées. Merci. Donc notre ami avant avait l'habitude de faire tout très vite, d'être efficace. Et puis quand il a découvert la pratique, il a appris à s'arrêter, à aller plus lentement. Il voit que ça lui fait du bien. Et en même temps, parfois il peut avoir un décalage avec la famille ou les obligations. Il trouve qu'il va trop lentement, ou des fois il a du mal à arriver à leur rendez-vous pour prendre un vol. Est-ce que j'ai bien résumé ? Super, merci. Je pense que c'est une question qui est très importante. Je vais répondre du coup. C'est vrai que la plupart d'entre nous, la plupart du temps, on va trop vite, on est trop stressé et du coup ici au village on apprend à ralentir un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'aller vite c'est mal, plus on va vite c'est le moins bien c'est, plus on va lentement plus c'est mieux. C'est pas ça du tout. C'est important d'être clair. C'est pas la course à celui qui va le plus lentement. Il s'agit de trouver un équilibre et être à un endroit dans notre corps, dans notre esprit qui nous fasse du bien. On est présent et on est détendu et on est clair et on peut faire les choses. Voilà. Et dans la vie, on a besoin de savoir gérer ça. C'est comme une voiture qui a le frein et l'accélérateur. Si elle a que le frein, c'est pas une voiture. Si elle a que l'accélérateur, c'est accident garanti. Et nous, on a ces deux branches de notre système nerveux autonome. Système nerveux sympathique, des actions, stress, et on a besoin de ça. On a besoin de faire des choses, d'être alerte, de répondre à même des dangers potentiels dans notre environnement, en tout cas des stress, des demandes. Et on a aussi besoin de savoir se détendre, d'autoriser notre corps, notre système nerveux, notre esprit à s'auto-réguler, à se régénérer. Donc il ne s'agit pas de choisir. Tout comme on ne veut pas une voiture qui est que le frein, que l'accélérateur, on ne veut pas être que la personne qui est efficace, on ne veut pas être que la personne qui sait que faire la relaxation totale toute la journée et la femme elle ne va pas être contente. Donc c'est important de savoir gérer. Et au début, généralement, quand on commence la pratique, on tombe un peu dans le trop lent. Moi, j'avais exactement la même chose quand j'étais aspirant et je participais à l'équipe de cuisine. Je faisais la cuisine et puis avec mes grands frères, mais moi je faisais tout super lentement parce que Taï il a dit c'est plus de temps, c'est la pleine conscience, le reste c'est pas important. si les frères ils meurent de faim, c'est pas grave. C'est ma pleine conscience qui est importante. Et c'est vrai que les frères ils étaient pas très contents non plus. Pareil, quand je marchais, parce que moi, je voyais Taï qui marche
très lentement. Et moi, j'ai 20 ans, je viens d'arriver. Je me dis, ah ok, donc c'est ça la pleine conscience, il faut marcher super lentement. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas très agréable pour moi de marcher aussi lentement. Et ça a pris du temps, et c'est un peu embarrassant d'en parler, mais bon, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour parler de nos expériences d'apprentissage. Ça m'a pris du temps de me rendre compte que, ah, attends, moi j'ai 20 ans, j'ai des grandes jambes, Taï, il a 85 ans, il a des petites jambes. C'est pas un jugement de valeur, c'est juste un fait. Et la bonne vitesse pour lui, c'est pas forcément la bonne vitesse pour moi. Donc, et ça qui est beau dans la pleine conscience, c'est que bien sûr, au début, on commence avec, on a une idée de la pleine conscience qu'on va appliquer et on va faire. C'est un peu notre esprit qui essaye d'imposer quelque chose à la réalité ou de générer une certaine expérience. Mais ce qui est beau, c'est que la pleine conscience, c'est aussi, et puis en fait, on va se rendre compte surtout, de s'ouvrir à ce qui est déjà là. Et de reconnaître comment je me sens. Comment je me sens quand je fais ça. Est-ce que ça m'aide vraiment ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que ça accomplit les objectifs que je m'étais donnés ? C'est important d'avoir aussi des critères clairs dans notre pratique. Qu'est-ce qu'on veut ? Pourquoi on pratique ? Et si on n'est pas clair, on peut perdre beaucoup de temps. Hein. Parce que si on n'est pas clair, comment est-ce qu'on va réajuster si on se perd ? Donc c'est important d'avoir des critères. Pourquoi on pratique la pleine conscience ? On va être plus détendu, on veut être plus présent, on veut mieux apprécier nos conditions de bonheur, on veut mieux gérer les difficultés, on veut cultiver l'intelligence émotionnelle pour améliorer nos relations, on veut cultiver la liberté intérieure. Donc là, c'est des critères très clairs. Et ensuite, on peut voir dans notre expérience, est-ce que j'obtiens ça, oui ou non ? Et régulièrement, il faut checker, il faut regarder. Et si on n'obtient pas ça, si on voit que la pleine conscience, ça me stresse, ma femme, elle n'est pas contente, le boulot, il faut réajuster. Et pleine conscience, ça ne veut pas dire inefficacité. En réalité, il y a beaucoup d'entreprises, y compris des très grandes entreprises, qui mettent en place des programmes de pleine conscience par souci purement économique. Hein. Parce qu'on est plus présent, on est plus efficace, et puis à la fin, il y a le PDG, il est content. Donc, tout ça juste pour dire que pleine conscience et efficacité ne sont pas mutuellement exclusifs. Ça se dit en langue française ou pas ? C'est un anglicisme ? Oui ? Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est pas soit l'un soit l'autre, ça peut être ensemble. Si on se rend compte qu'avant, à chaque fois qu'il y avait un rendez-vous, on allait à la dernière minute et on courait, on stressait, et que maintenant on a besoin un peu plus de temps, il faut aussi prendre ce temps. Et l'idéal, c'est d'organiser sa vie de telle façon à ce qu'on puisse être détendu, être présent, et en même temps avoir l'esprit suffisamment clair pour être efficace dans nos projets. Merci. J'aimerais prendre... donc on a des questions écrites. Comment cultiver la patience face à l'ignorance, l'égotisme, la rivalité, etc. Et une autre question qui ressemble un peu. Comment faire avec celui qui impose sa présence et son agressivité alors qu'on lui a déjà dit non
Pas maintenant, je ne suis pas disponible. J'aimerais inviter Eliane à partager comment cultiver la patience, comment faire avec celui qui impose sa présence, son agressivité, alors qu'on lui a déjà dit non, pas maintenant. Comment cultiver la patience? Ça me parle beaucoup. Parce que je connais bien et j'ai la conscience que très souvent se manifeste chez moi une forme d'impatience, d'irritabilité. Voilà, donc cultiver la patience, c'est je suis en chemin. Et j'ai encore du chemin à faire, à pratiquer. Ce qui m'aide, c'est déjà d'avoir beaucoup de cultiver la tendresse pour moi-même, l'accueil de mes limites, de là où j'en suis. Je reconnais que parfois je peux avoir une réaction spontanée. Souvent, c'est peut-être un environnement où je suis fatiguée, où voilà, où il y a une accumulation de choses et donc du coup, ça devient plus difficile. Et ce qui va m'aider, c'est de, même si je suis encore dans une réactivité, eh bien après, je prends un temps d'arrêt, je m'accueille, je reconnais que ok, bonjour ma petite réactivité, je te reconnais bien. Et qu'est-ce qui a été stimulé là peut-être, qui était trop difficile pour toi? Et là j'ai un petit exemple. Par exemple, je montais là au hameau du Haut et j'essayais de marcher vraiment lentement et de me relier au fait que j'allais être là avec vous, de me relier à Taille. Et puis parfois, il y avait des personnes qui parlaient, Alors j'avais ma petite réactivité, envie d'intervenir. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Et je suis contente parce que j'ai vu que j'avais cette envie d'intervenir. La pleine conscience est venue à embrasser mon impatience, mon irritabilité. Waouh, ok. Je peux trouver la paix en moi et pas forcément à l'extérieur de moi. Et puis, je vais continuer. Et puis, je me suis souvenue aussi que dans mes débuts au village du Prunier, je me souviens, je ne pratiquais pas le noble silence parce que je n'avais pas du tout intégré la consigne, que je pouvais parler dans le bus, je n'avais pas intégré la consigne. Et donc, de me souvenir que moi-même, à certains moments, j'avais pu être dans ces non-pratiques-là, ou des pratiques différentes, voilà, le partage. Mais ça m'a donné beaucoup de compassion et de compréhension, et voilà, je laisse faire, je lâche prise, et je retrouve de la paix en moi et de pratiquer en moi. Moi, j'aime bien, vous savez, j'ai un petit mantra personnel, je vais vous l'offrir. Ce mantra, il est inspiré par la tortue, qui me dit, petit peu à petit peu, je peux et ça va beaucoup mieux. Donc c'est de faire confiance que la pratique, voilà, c'est déjà aussi reconnaître les moments où je n'y arrive pas, où je suis dans mes limites.
Et puis petit peu à petit peu, ça va mieux. Voilà. Et d'être dans ce temps de pratique, je vois aussi que ça va m'aider à être plus dans la relation et l'accueil de ce qui va se passer. Donc si je prends l'autre situation qui est quelqu'un s'impose, c'est ça, et j'ai dit non et la personne continue, je vois que je peux être dans une parole aimante au début et dire, écoute, là je me sens pas du tout disponible, je crois que j'ai besoin de calme et de tranquillité, si tu veux, on pourrait peut-être en parler plus tard. Puis la personne continue. Parce que peut-être cette personne, elle est dans un stress, elle est dans une, elle est dans une souffrance telle. Vous savez, quand on est dans une grande souffrance, je connais aussi, parfois je suis dans ma bulle et je n'entends pas ce que l'autre dit. Alors la personne, elle recommence. Alors parfois, je peux renouveler ma parole aimante, peut-être en plus concis, en me disant peut-être qu'une deuxième fois, ça va être entendu. Je vais rétrécir, je vais dire, là, j'aimerais vraiment un petit peu de tranquillité, je te propose plus tard. Voilà. Et puis peut-être que la personne n'entend pas encore. Et puis alors, je vais peut-être dire, écoute plus tard, et je m'en vais. Mais oui, il y a un moment donné, moi, je peux faire tout ce que je peux au mieux de mon possible du moment. Et puis la personne, elle est aussi dans sa réalité. Et puis à un moment donné, on ne peut pas s'accorder avec nos réalités. Donc à un moment donné, je pose ma limite avec une parole aimante, mais peut-être à ce moment-là, je ne peux pas écouter la personne. Et puis, si je sens que c'est OK pour moi d'écouter la personne plus tard, je peux aller la voir et puis lui dire, tu sais, l'autre fois, j'étais vraiment pas disponible, désolée, peut-être que ça a été difficile pour toi de l'entendre, mais maintenant, je me sens disponible. Je me sens disponible pour t'écouter, si tu as envie de me parler. Et puis, je vais écouter la personne, peut-être avec ce qu'elle a à me dire, et puis l'écouter principalement en silence, principalement, sans jugement, sans conseil. Et puis surtout, je vais vérifier ma stabilité en moi. Et si mon intention de l'écouter avec cette qualité de présence et de disponibilité est toujours disponible. Puis il y a peut-être des moments où il y a quelque chose qui monte. Et comme je ne peux pas faire semblant d'écouter, je crois que ce n'est pas possible. Alors peut-être que je vais interrompre la personne. Je vais oser interrompre la personne. Et peut-être je vais lui dire, là, tu vois, ce que tu me dis, je sens que chez moi, je me sens submergée dans mes émotions et je ne peux plus t'offrir cette qualité de présence que j'aimerais. Je crois que c'est important d'être authentique et de dire ce qui se passe pour nous. Et je crois que c'est la meilleure manière d'aider les personnes, d'être avec cette authenticité. Qu'est-ce qui se passe pour moi ? Là, je ne peux plus t'offrir cette qualité de présence. Est-ce que c'est OK un peu plus tard ? Ou est-ce que c'est OK que tu en parles à une autre personne ? Voilà. Je crois que c'est important de se donner, de trouver le bon moment où les deux personnes sont disponibles. Voilà. Parce que c'est vrai que tout le monde, je pense, pratique ça. Quand il y a de l'imposition, de l'exigence... il y a du rebelle derrière qui s'exprime, besoin de liberté, envie de choisir, c'est OK pour moi, c'est pas OK pour moi. Donc, devant une exigence ou quelqu'un qui nous impose, moi, personnellement, j'ai envie de fuir, très souvent. Voilà, j'ai envie de me protéger. Donc, je crois que c'est de prendre soin de la relation, de pouvoir développer cette capacité d'expression authentique, mais je peux m'exprimer avec authenticité si je prends le temps de m'arrêter, si je prends le temps d'avoir de la clarté de qu'est-ce qui est présent chez moi, qu'est-ce qui est possible pour moi ici et maintenant. Et c'est vrai que ça demande de la patience, petit peu à petit peu, je peux et ça va beaucoup mieux. C'est pas tout de suite. Puis parfois j'y arrive et parfois j'y arrive pas. Et c'est la pratique de reconnaître que j'y arrive pas. Voilà, je suis sur le chemin. Merci.
Cher Taï, chère communauté. Je pense qu'il y a des fois où on est cueilli par des moments, on sait que c'est le jour. Ça fait ma 8e retraite, je crois, au village des Pruniers. Et à chaque fois qu'il y avait ces séances de questions-réponses qui résonnaient tellement en moi, je me disais, mais pourquoi j'y vais pas? Voilà. Il y avait toujours quelque chose, en tout cas, qui me bloquait. Et aujourd'hui, je ne pouvais pas ne pas venir m'asseoir. Et je remercie Linda, parce que c'est grâce à elle que je suis venu. Et puis aussi aux réponses que vous avez pu, frère du cœur et j'ai oublié sœur, le nom. J'ai une fille de 33 ans qui a aussi une petite fille. Ma fille s'appelle Laura, la petite fille s'appelle Maïna. Et ça fait à peu près 2 mois et demi que elle ne veut plus s'approcher, elle ne veut plus me parler. Je parle de ma fille. Et du coup, je ne vois plus non plus ma petite fille. Et en écoutant Linda, j'ai compris que c'était quelque chose de plus profond. Parce qu'à l'âge de 24 ans, j'ai été le père de Linda. Non pas naturel, mais j'ai fait exactement ce qu'a fait le père de Linda. Je n'avais pas d'autre solution. J'avais une grosse pression familiale. Et donc, voilà, j'ai demandé à la femme que j'aimais d'avorter. Ça fait 36 ans. Aujourd'hui, j'ai fait avec. Je me suis pardonné. C'est constitutif de ce que je suis. C'est pour ça que je suis là. Et en même temps, j'ai envie de demander pardon à ma fille d'abord, ma fille Laura, à sa maman, et puis aussi à la maman de Linda et à Linda. Merci. Si quelqu'un a envie de réagir, c'est OK. Merci. Merci. Merci pour ton témoignage. Sincérité, transparence. Et je ne sais pas si tu as encore déjà pu avoir l'opportunité d'en parler avec ta fille, mais ça peut être l'occasion, avec tout ton amour et tout ce que tu as traversé dans le processus de ton propre pardon. Et depuis quelques années, il y a quelque chose dans l'air, dans l'atmosphère, tout autour de la planète, qui nous invite à regarder le passé, à regarder la souffrance d'aujourd'hui, toutes les choses qu'on a fait en tant qu'humains, nous, nos ancêtres, et qui amènent au résultat d'aujourd'hui où les sociétés sont beaucoup chaotiques. Et donc tout le travail qui
qui se fait, qui est en train de se faire à l'échelle individuelle, familiale, et aussi à l'échelle des sociétés et de la planète. Et donc de trouver le courage, de trouver le sens. Oui, ça fait sens. De prendre le temps de m'asseoir avec ces personnes et de montrer ma vulnérabilité, et de m'excuser, pour pouvoir relier peut-être des liens qui sont un peu effilochés depuis quelques années, depuis quelques siècles. Merci. Bonjour, je suis très nerveuse de parler. C'est ma première fois ici et j'ai remarqué dans mon cheminement spirituel, même avant de venir ici, que ma sensibilité, elle se développait vraiment beaucoup et que je ressentais vraiment beaucoup de choses. Et c'est très beau et je suis très reconnaissante. Mais dans certaines situations, c'est très pénible car je ressens également les énergies, je vais dire, négatives des autres personnes. Par exemple, je suis en train de manger et je suis très heureuse et très joyeuse. Et une personne rentre avec son énergie de... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est comme si toute ma joie s'évaporait et comme un malaise qui venait en moi. Et j'ai souvent demandé aux gens qu'est-ce que je pouvais faire et on m'a dit tu peux te protéger, mais je ne sais pas comment. Mon maître de yoga m'a donné le mot viveka, le discernement, mais je ne comprends pas non plus comment développer ce discernement et comment pouvoir rester dans ma joie et ne pas me perdre dans la souffrance des autres. Comment faire pour ne pas se perdre dans la souffrance qui nous entoure lorsque nous sommes une âme sensible? Quelles sont les pratiques du village que Thay nous a transmis pour ne pas se laisser emporter par ce qui se passe autour de nous? Bonjour. Quand j'ai écouté la question, l'image qui me vient dans ma mémoire, Thay racontait un jour, il était revenu dans son ermitage et puis il a trouvé que la fenêtre était ouverte. Vous vous rappelez de ce passage? Alors, les feuilles sur les tables s'éparpillaient, et puis tout ça. Et c'était le désordre, quoi. Puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est Thay, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé les feuilles. Il les replaçait sur la table, sur le bureau. Il fermait la fenêtre.
mais peut-être pas le volet. Hein. Fermer la fenêtre pour que le vent ne rentre pas. Il allumait le feu dans la cheminée et préparait un thé. Et il appréciait le thé dans le silence, dans le calme, dans l'ordre, après avoir replacé les choses. Ça m'est arrivé une fois, tout était dans l'ordre. J'avais une sorte de... dans les mains, les tasses, et puis j'échappais les tasses, la vaisselle. Et puis ça tombait ici, ça s'émiettait en 1000 morceaux. Alors, c'est ce sentiment de pourquoi ça m'arrive à moi? Maintenant, j'ai besoin du temps, j'ai besoin du calme. Mais la seule chose à faire, c'est de ramasser les miettes. Et une fois qu'on a pu ramasser les miettes, alors on se prépare pour un moment seul, tranquille, peut-être une marche dans la nature, tout seul. Et à ce moment-là, tout ce qu'on apprend ici, la respiration consciente, la marche méditative, écouter les chants des oiseaux, je crois que ça va aider beaucoup. Pour moi, réellement, ça aide pas, ça me transforme. Je vais rajouter un petit partage par rapport au discernement. Savoir ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Et de cultiver son île intérieure, qui revient un petit peu au partage de notre ami. Une île intérieure qui devient un refuge, un ancrage, un lieu où je peux aller facilement, je connais l'accès, c'est facile d'y accéder, et ça va, c'est ok de dire, oula, là je sens, il y a des énergies, voilà, je sens que c'est en train de me perturber un peu, je reviens en moi, je reviens dans mon corps, je m'établis dans la présence, et voilà, je ferme un peu la fenêtre, je me fais un petit peu ma petite bulle, je me protège, ok? On ne peut pas tout le temps être branché ok, sur toutes les énergies qui sont là, c'est trop. Donc trouver un équilibre entre prendre soin de soi, revenir dans son île quand il y a besoin, et même quand il n'y en a pas besoin, pour cultiver, générer cette paix intérieure, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Des énergies de souffrance, des énergies un peu houhou, qui viennent nous titiller. Il y a suffisamment de sérénité, d'ancrage, parce qu'on l'a cultivé jour après jour. On n'a pas attendu la tempête pour fermer les fenêtres. On n'a pas attendu l'hiver pour couper le bois. C'est trop tard. Et donc c'est pour ça, ça a été partagé au tout début, l'importance de pratiquer tous les jours. C'est encore mieux si on a une sangha, parce que c'est plus facile, ça nous soutient. Mais de vraiment pratiquer tous les jours, un petit peu. Si on n'a pas beaucoup de temps, au moins un petit peu. Un petit peu 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi, le petit son de cloche pour qu'on s'arrête. Trouvez des moyens habiles dans votre vie quotidienne pour, oui, j'ai presque envie de dire, fabriquer votre propre île intérieure.
bientôt l'heure. On a une petite... Oui, encore une question. Peut-être la dernière question ? Cher Thaï, cher Sangha, j'ai presque failli reculer avant de venir poser cette question parce que déjà des éléments de réponse sont apparus dans les réponses précédentes, mais tant la question me semble centrale, j'ai décidé de quand même venir poser les choses. C'est ma première retraite. J'ai rejoint la Sangha de Lille il y a 2 mois, avec beaucoup de bonheur. De par mon passé, j'ai 29 ans et j'ai porté des rôles de soutien, de sauveur par moment vis-à-vis de mes parents, de ma mère d'abord et puis de mon père, des rôles que je me suis imposés. Aujourd'hui, je suis coach en entreprise, donc c'est mon métier, c'est devenu mon métier d'être là pour les gens, de les écouter, de les accompagner, de les faire avancer sur le chemin. Et donc la question j'allais dire de l'écoute active, mais peut-être même avant ça, de l'être avec l'autre, et pour moi central. Vous avez déjà apporté quelques éléments de réponse, mais pour moi aujourd'hui, c'est non seulement un moteur, mais en plus un métier. Donc ma question est la suivante. Comment réussir à être sincèrement avec l'autre ? Et j'ai bien entendu l'importance d'être bien avec soi et de ne pas sauter sur les réponses et les conseils qu'on pourrait imaginer. Alors voilà, je suis ouvert à peut-être un autre son de cloche, si je peux me permettre. Merci. Est-ce qu'on a d'autres coachs dans la salle ? Est-ce qu'on a des psys dans la salle ? Est-ce qu'on a des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, médecins ? Est-ce qu'on a des enseignants ? Le sujet brûlant. Peut-être j'aimerais inviter mes frères à contempler la question. Comment être avec l'autre ? Comment être vraiment là ? Sans se perdre non plus, sans tomber dans le burn-out. J'entends la question derrière. Cher Thaï, cher Sangha, cher Pierre-Antoine. Il est dans ma famille, c'est pour ça que je connais son prénom. Donc je peux peut-être ramener quelques éléments de réponse, et puis après, si quelqu'un veut ajouter. Parce que je pense que la réponse tout à l'heure d'Eliane était très bonne. Comment rester
authentique et apprendre à être authentique. Et c'est vraiment un apprentissage. Je me rappelle que Tai aussi nous disait, oui, quand vous pouvez plus écouter, essayez de pouvoir dire que vous pouvez plus écouter. Mais c'est pas facile en fait. Hein. J'ai le même problème. on écoute, puis à un moment je dis, oula, je commence à perdre mon attention, ou il y a une émotion forte qui est montée, et j'ai besoin en fait de prendre soin de cette émotion forte alors que je suis en train d'écouter. Et donc parfois c'est pas facile de trouver un équilibre. Ce que je vois, c'est c'est avec l'expérience aussi que ça fonctionne, qu'on commence à connaître quelles sont nos limites et comment ajuster aussi notre temps et notre espace de façon à pouvoir être toujours plus ou moins capable de pouvoir écouter l'autre. Et même, je trouve qu'au Village des Pruniers, par exemple, c'est un petit peu comme ça que notre programme est fait, en fait. Il y a des moments où est-ce qu'on va écouter, genre question et réponse maintenant, et après, on a une méditation marché. Donc, pour pouvoir intégrer tout ça, digérer tout ce qu'on a entendu, et laisser les choses, justement, revenir à se calmer, et revenir au moment présent, parce que peut-être qu'il y a pas mal d'émotions qui ont été un petit peu remuées. Oui, merci. Donc c'est comme ça, c'est comment trouver un petit peu cette respiration, je dirais, dans la journée, en fait. Le moment où j'écoute, où est-ce que je suis là pour l'autre, où est-ce que je m'ouvre à l'autre, et le moment où est-ce que je reviens à moi, pour intégrer justement tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai ressenti pendant cette écoute. Il y avait un de nos frères qui était psychothérapeute avant, il me disait par exemple, ce qu'il faisait, lui, c'était il prenait un rendez-vous, je crois que ça durait quelque chose comme 45 minutes, et entre chaque rendez-vous, il se donnait un quart d'heure en fait. Et pendant ce quart d'heure, il se baladait dans son jardin. Donc il avait la chance de travailler à la maison. et donc c'était un moment justement pour se ressourcer et pour se préparer pour la prochaine personne. Donc comme ça, il avait le temps de vraiment prendre soin de tout ce qui avait été arrosé et qu'il n'avait peut-être pas pu prendre soin pendant qu'il était en train d'écouter. Parce qu'encore une fois, on a des limites. Et pendant ce quart d'heure, donc il pouvait faire ça, lâcher prise d'être responsable pour cette personne aussi, sans doute. Et du coup, être à nouveau prêt, presque vierge, pour la prochaine personne qui arrive, en fait. Et je vois au Village des Pruniers, c'est pareil, en fait. En tant que monastique, on essaye de trouver, en fait, d'adapter notre quotidien de façon à ce qu'on puisse avoir ces moments où est-ce qu'on peut être là pour les autres, mais aussi des moments où est-ce qu'on peut nous-mêmes aussi prendre soin de nous et intégrer tout ce qu'on a entendu, prendre soin peut-être des souffrances aussi dont on a pris soin. Et c'est aussi très... Donc on peut mettre en place des choses, mais aussi parfois je vois que c'est très très fluide. Parfois il faut essayer de trouver un moyen de s'évader si on sent que on est plein. Et donc on va trouver un trou dans la forêt là, d'un seul coup là, hop, et puis on va dire aux autres, oh regardez par là, et hop, on disparaît. Bon, je fais pas toujours comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est de savoir trouver des moyens habiles aussi pour pouvoir trouver le temps pour se ressourcer. Donc avoir des lieux, mais vraiment aussi c'est
petit à petit aussi être capable d'apprendre à dire « Ah, là, j'ai touché ma limite. Est-ce qu'on peut continuer plus tard ?» Et ça, c'est encore une fois, c'est encore un apprentissage pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y en a des experts là-dedans qui voudraient continuer à répondre. J'aimerais ajouter comment je pratique. Et c'est relié avec la réalité intime. Hein? C'est-à-dire que j'ai adopté une phrase qui est mon étoile polaire dans ma pratique. Cette phrase est « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Alors, quand je suis avec mon fils et je suis tellement frustré et comment faire avec mon fils, alors la phrase remonte. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et une partie de ma vie, c'est de transmettre le meilleur de moi-même à mes enfants. Et puis je sais que dans peut-être 10 ans, peut-être pas 10 ans, peut-être dans 5 ans, ou même 1 an, je ne serai plus là. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux offrir à mon fils, à ma fille? Alors, je vis à cet instant-là, je lui dis ce que je veux dire quand je serai décédé. Et pour qu'il se rappelle ou qu'elle se rappelle, je lui dis 3 fois. Parce que par après, lui et elle se rappellent que mon père, c'était voulu. C'est pas juste quelque chose qu'il dit de façon anodine, n'est-ce pas? Bon, maintenant avec les autres. Qu'est-ce que je veux faire avec ma vie? J'ai toujours beaucoup de respect pour nos frères et sœurs monastiques. Parce que leur vie, c'est de servir les autres, d'aimer tous les êtres vivants, même végétales, inorganiques. Mais moi, comme laïc, je veux aussi faire quelque chose, offrir le meilleur de ma vie pour la vie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et si je sais qu'en ce moment, j'ai la capacité de partager, je vais essayer de le faire avant que ce soit trop tard, n'est-ce pas? Vous savez, cette phrase ne vient pas de moi. Vient d'un poète très renommé en vietnamien. Mais la phrase est un peu différente. Ta đã làm chi đời ta? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie, n'est-ce pas? Alors, avec la pratique, on a cette chance de se dire et d'explorer qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie et se donner le meilleur de soi-même tant qu'il a encore temps. Mais tant qu'on existe, qu'on peut parler, qu'on peut agir, qu'on peut sentir, il est toujours le temps de faire quelque chose. Merci beaucoup. La pratique de se réveiller le matin, j'ai 24 heures toutes nouvelles. Qu'est-ce que je veux faire de ces 24 heures? Qu'est-ce que je veux faire de ce moment où je viens d'avoir une conversation avec quelqu'un qui m'irrite? Est-ce que j'ai envie de passer 1 heure, 2 heures, 3 jours
là-dessus ou est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Merci beaucoup pour ce rappel. Il est bientôt l'heure de la marche, donc peut-être que peut-être la cloche sera invitée un petit peu plus tard pour laisser le temps aux personnes d'aller aux toilettes. Je ne sais pas s'il y a des annonces par rapport à la marche et ce qui était prévu, ce qui est prévu ou pas, Sonha, pas Sonha, Amodio, pas Amodio. Et j'en profite que les personnes s'installent pour faire une petite annonce. Nous allons amener le Dharma en vélo, 3 sœurs, et nous allons passer par Agen. Est-ce qu'il y a des personnes d'Agen? Pas loin d'Agen. Bon, 2. Ok, si vous pouvez venir me voir après. Merci. Au mois de mai. Hein? Ah ouais, non, 60 km, ouais, non. Agen? 10, 15 km? 50? Mais il n'y a personne d'Agen? Si, là-bas au fond, d'accord, venez me voir. Merci. Serge, un petit son de cloche. On peut aussi déplier nos jambes, se masser tranquillement. Et Serge aimerait bien avoir un son de cloche pour que tout le monde puisse être attentif, n'est-ce pas, aux annonces qui vont être faites.